Bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes en présentiel et puis à vos collègues qui sont par le biais de nos canaux informatiques. Je suis Alain Chrétien, maire de Vesoul en Haute-Saône, maire Horizon de Vesoul en Haute-Saône, président de l'agglomération et aussi vice-président de l'AMF ici dans cette belle maison. Et donc complètement intéressé par le problème d'assurabilité des collectivités puisque ma commune a elle-même été résiliée. Jean-Yves Dagès, ancien président de Groupama, je te laisse peut-être te présenter. Oui, Jean-Yves Dagès, alors maire honoraire. J'étais maire également pendant 19 ans, 31 ans, élu local. Et j'ai présidé la mutuelle des sylviculteurs pendant une douzaine d'années. Et également présidé le groupe Groupama pendant également plus de 10 ans. Donc à la fois assureur et élu local. Voilà, alors, la genèse de cette affaire. Pour tout vous expliquer, il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, les services de la ville m'informent que Vesoul allait être résilié de son contrat d'assurance sans aucune explication. Sachant que Vesoul n'a été concerné ni par les émeutes ni par des problèmes climatiques, c'est un grand étonnement. Et ici même, dans cette enceinte, l'année dernière au bureau de l'AMF, j'ai demandé à mes collègues si cette péripétie leur était aussi arrivée, et il s'est avéré que beaucoup d'entre eux avaient connaissance de collègues à qui il était arrivé la même chose. Naturellement, certains d'entre eux avaient été touchés par les émeutes et par le réchauffement climatique, mais d'autres, comme ma commune, n'étaient pas concernés. Voyant que c'était un sujet qui montait au niveau national, j'ai demandé au président Lisnard de prendre contact avec Bruno Le Maire à l'époque pour faire remonter cette préoccupation. À la suite, en octobre, Bruno Le Maire a pris la décision d'élargir la compétence du médiateur de l'assurance. Vous savez que cette institution existe, elle est financée par les assureurs, et elle a en charge de résoudre les conflits entre les assurés et les assurances. Et donc, en octobre dernier, le médiateur a vu sa compétence élargie aux collectivités locales, puisque jusqu'à présent, il n'était compétent que pour les particuliers et les entreprises. Il s'est vite avéré que cette proposition s'est révélée largement insuffisante, puisque le médiateur n'était pas là pour retrouver des assureurs aux collectivités ou négocier pour le compte des collectivités, et qu'il fallait aller plus loin. Et c'est après cette réflexion que Bruno Le Maire, Dominique Faure, ministre des collectivités, et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, ont décidé de lancer cette mission gouvernementale sur l'assurabilité des collectivités locales. Et nous ont donc désigné, Jean-Yves et moi, pour prospecter, entendre, essayer de comprendre la nature du problème, et puis ensuite essayer de tracer des pistes pour tenter de résoudre cette difficulté qui existe encore aujourd'hui. Et les services de l'AMF reçoivent encore quasiment toutes les semaines des courriers de maires qui sont fous furieux parce que leur assurance les laisse tomber du jour au lendemain. Et donc, à partir du mois de novembre dernier, nous avons, avec Jean-Yves Dagès, mené une quarantaine d'auditions jusqu'à la fin du mois de mars. 3 grandes catégories de personnes auditionnées. Les administrations centrales, que ce soit la direction de la protection civile, la direction des affaires juridiques de Bercy, la direction des assurances, naturellement. Deuxième grande partie, les assurances, avec les principales grandes compagnies nationales, mais aussi les compagnies de réassurance, en particulier la CCR, la principale agence de réassurance en France, ainsi que l'ensemble de l'écosystème assurantiel, les courtiers, les assistants à maîtrise d'ouvrage, enfin tous ceux qui concourent à la formalisation des prestations d'assurance. Et puis, l'ensemble de nos collègues élus, petites villes, grandes villes, régions, puisqu'il s'avère que toutes les collectivités sont concernées, peut-être pas moins les communes très rurales, mais à partir de 3500 habitants, on se rend compte que toutes les communes de France rencontrent ou vont rencontrer des problèmes d'assurance. Donc, une quarantaine d'auditions entre le mois de janvier et le mois de mars. Et donc, le rapport a été finalisé, cher Jean-Yves, pour le début du printemps, avec une bonne vingtaine de préconisations. Il se trouve que, parallèlement à nos travaux, le Sénat, sous la houlette de Jean-François Husson, a lui aussi mené des investigations. Nous avons été auditionnés justement pendant ces travaux.
Et vous le verrez, il se trouve que le Sénat rejoint une grande partie de nos préconisations. Donc, ça veut dire qu'on est dans le juste, parce que si le Sénat avait sorti des préconisations totalement opposées, on aurait pu se poser des questions, mais qu'en plus, on peut compter sur les sénateurs pour nous aider à trouver des solutions sur le système. Et puis, il était prévu de remettre officiellement ce rapport le 26 juin dernier au ministre de l'économie, mais il s'est arrivé quelques péripéties que vous connaissez, ce qui fait que tout ça s'est arrêté avec les élections européennes et la dissolution. Et donc, il était important pour nous, en tout cas à l'AMF, de mettre un point d'honneur à rendre officiellement public ce rapport, puisque naturellement, il a été transmis de manière officieuse au ministère concerné, au ministre concerné. Mais il était important pour nous de remettre ce dossier au-dessus de la pile. Et cette date de conférence de presse tombe à point nommé, puisque nous avons à nouveau un ministre des Finances, en plus d'un ministre de l'économie. Nous avons à nouveau une ministre des collectivités territoriales. Nous avons donc à nouveau des interlocuteurs gouvernementaux vers qui nous allons nous tourner très rapidement, parce que, et on va le voir, si on ne fait rien, à la prochaine crise climatique ou à la prochaine crise sociale, le système assurantiel des collectivités va totalement s'effondrer. Et donc ça, c'est pour nous une source d'inquiétude extrêmement forte, et que lorsque nous avons investigué tous ces sujets, nous avons, on va dire rapidement, parce que c'est un sujet très complexe, exploré 3 grandes pistes pour tenter de reconstruire un dialogue entre les collectivités et les assureurs. Reconstruire un dialogue et donc une confiance, parce que je peux vous dire que le nombre de maires en colère, furieux, dans l'incompréhension, croît de semaine en semaine. Pourquoi cette incompréhension ? Parce que les résiliations ou les explosions de franchises qui ont été imposées par les assureurs l'ont été sans justification. Alors certes, la loi permet des résiliations moyennant un délai minimal, sans aucune explication. Pour l'instant, les assureurs peuvent résilier sans justifier leur décision. Donc vous comprenez que pour un maire qui fait des efforts, qui fait tout ce qu'il peut, se retrouver sans assurance du jour au lendemain, c'est la fermeture des services publics. Pour éviter le risque. Vous avez un gamin qui se blesse dans une école qui n'est pas assurée, vous avez un gymnase qui brûle avec une compétition sportive qui n'est pas assurée, c'est la catastrophe financière, c'est la catastrophe pénale. Et donc, il y a un risque extrêmement fort. Ça n'est pas simplement un problème technocratique, juridique ou financier, c'est un risque de responsabilité pénale qui pèse sur les collectivités et un risque de rupture dans la continuité du service public. C'est donc un problème grave auquel nous sommes confrontés. Et quand vous rajoutez le risque quotidien, qu'une église brûle ou qu'un gymnase brûle, malheureusement, ça peut arriver. Un problème de court-circuit, un problème etc. Mais lorsque vous y rajoutez la crise climatique et la crise sociale, vous avez les ingrédients pour une explosion ou une implosion du système rapidement. Alors, dans les diagnostics qu'on a réalisés, effectivement, on s'est rendu compte que dans les années 2010, les assurances se sont livrées à une guerre des prix qui, effectivement, a fait baisser le prix de l'assurance des collectivités. Naturellement, tout le monde en a bien profité. Quand les prix baissent, personne n'est là pour lever le doigt ou crier au scandale. Sauf que cette guerre des prix a fragilisé le marché de l'assurance des collectivités territoriales. Dans notre rapport, on note que les prix ont baissé de 7% en une décennie. 7%, ce qui est énorme par rapport à l'inflation en euros courants. Donc cette baisse des prix, certes, a profité aux finances des collectivités locales pendant ces années-là, mais elle a fragilisé le marché en questionnant les assureurs, en disant « écoutez, moi, je ne vais pas continuer à venir sur un marché où les prix baissent d'année en année ». Et à la fin de la décennie, l'explosion des coûts relatifs aux dommages de la crise climatique ont considérablement fragilisé, voire stoppé le marché de l'assurance des collectivités, puisque les dommages étaient en moyenne de 2 milliards d'euros par an, et on est monté, je crois, j'en ai à 20 milliards en 2022 au global, avec l'ensemble des problèmes retrait-gonflement des argiles, les pluies diluviennes, notamment qu'on a connues des Alpes-Maritimes, le retrait de côtes, bref. L'explosion des coûts des dommages climatiques est intervenue dans un marché qui était déjà très fragile.
Et la cerise sur le gâteau, pardon de l'expression, ça a été les émeutes de l'été 2023 qui sont venues surrajouter à cette crise qui était en train de couver. On l'a dit au printemps dernier, attention, nous ne sommes pas à l'abri à nouveau d'avoir des crises climatiques et des émeutes. Malheureusement, la Nouvelle-Calédonie en est un exemple frappant, et qu'il y a 33 communes en Nouvelle-Calédonie, il y a 2 milliards d'euros de dégâts en Nouvelle-Calédonie, dont une partie incombant aux communes. Et donc je plains à la fois les 33 communes de Nouvelle-Calédonie et les assureurs de ces 33 communes pour trouver un équilibre financier si on ne sort pas de ce système. Donc vous voyez qu'on a à faire face à une situation qui est très dégradée, et on le dit, le réajustement tarifaire auquel nous assistons depuis plusieurs mois, en gros des augmentations de tarifs de 25, 30, voire plus ne résoudra pas le problème. Le réajustement tarifaire, certes, est un rattrapage de cette guerre des prix, mais ne résoudra pas le système que l'on doit revoir, notamment, on va y venir, sur la réforme du Code des marchés publics, notamment, sur l'acculturation au risque pour les collectivités, et on fera un focus sur le risque émeute, qui devient un risque systémique qu'il faut aussi prendre en compte. Avant d'évoquer ces trois sujets-là, nous avons aussi relevé, nous pensons, que l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel, qui est le gendarme des assurances, n'a pas été suffisamment vigilante à l'époque de la guerre des prix, et qu'elle aurait dû tirer le signal d'alarme de manière beaucoup plus bruyante et beaucoup plus insistante quand elle a vu que les prix baissaient anormalement. Vous savez, dans le Code des marchés publics, vous avez les offres anormalement basses qui vous permettent d'éliminer des prestataires. Eh bien, l'ACPR, pour nous, doit avoir un rôle accru dans la vigilance sur la tarification, et donc un observatoire de l'assurance des collectivités qui permettent des systèmes d'alerte, des systèmes d'alarme, des systèmes d'alerte plus rapides pour éviter de reconnaître ce genre de choses, puisque ce à quoi on assiste aujourd'hui est cyclique, puisque dans les années 2000, on avait déjà assisté à cette guerre des prix qui avait bloqué le marché. Donc, cette difficulté reviendra. Et pour éviter qu'elle revienne, il faut que des systèmes d'alerte s'allument rapidement, et c'est le rôle de la CPR. Donc, dans notre rapport, pour être assez rapide, parce que parfois c'est un peu technique, parce qu'on a à la fois des journalistes généralistes et d'autres un peu plus techniciens, donc on va essayer de tenir un propos qui soit le plus large possible, il est nécessaire de revoir la pratique du Code des marchés publics. Aujourd'hui, vous êtes en appel d'offres, le plus souvent. L'appel d'offres, c'est quoi? C'est vous avez une demande et vous devez avoir une offre qui correspond exactement à la demande. Si l'offre ne correspond pas au millimètre près à la demande, elle est rejetée. Ça veut donc dire qu'il faut avoir une demande qui soit la plus précise possible. Or, les collectivités sont confrontées à une grande technicité du problème d'assurance. On n'assure pas un centre, une station d'épuration comme on assure une crèche. Les risques ne sont pas les mêmes. On n'assure pas un bâtiment technique qui contient des produits toxiques comme un gymnase. Et donc, le Code des marchés publics aujourd'hui, sa pratique en tout cas, est telle qu'on a une rigidité dans la rédaction de l'offre qui ne permet pas un dialogue, une négociation, une mise à jour de l'offre et une mise à jour de la demande. Et donc, ce qu'on appelle la procédure des marchés négociés serait pour nous un chemin beaucoup plus pragmatique pour pouvoir ajuster l'offre et ajuster la demande pour que les deux s'imbriquent de manière beaucoup plus rapide, même si la procédure de marché négocié est plus lourde, elle est plus complexe, mais elle permet d'ajuster l'offre par rapport à la demande. Parce qu'aujourd'hui, le Code des marchés publics tel qu'il est mis en œuvre, la collectivité rédige son appel d'offres, l'assurance n'y répond pas, personne n'y répond, on déclare l'appel d'offres infructueux et on passe en marché ce qu'on appelle gré à gré, où souvent c'est les conditions de l'assurance qui prévaut par rapport à ce qui était proposé par la collectivité. Donc finalement, le Code des marchés publics est totalement dévoyé et on est dans une situation qui est totalement ubuesque. Donc on a marché gré à gré. Gré à gré, voilà, le gré à gré, ce qui fait qu'on s'affranchit toutes les règles. Et c'est comme à la SNCF, quand vous arrivez devant le guichet, vous ne négociez pas le tarif avec la personne qui ouvre le billet,
vous achetez ce qu'on vous propose. Donc, on est plutôt dans cette situation-là. Donc, il s'agit de revoir complètement la pratique du Code des marchés publics, qui, vous le savez, est très encadré par l'Union européenne. Donc, nos marges de manœuvre sont extrêmement limitées. Et même si le gouvernement était démissionnaire, malgré tout, l'administration a commencé à travailler, puisque dès cet été, la direction des affaires juridiques de Bercy, la rédaction d'un nouveau guide pratique de mise en œuvre du Code des marchés publics a commencé. Un travail de titan, mais c'est la pièce maîtresse dans la constitution de nos appels d'offres pour les marchés d'assurance. Et donc, c'est un gros travail qui vient de commencer, d'expertise, mais il est indispensable qu'il se fasse avec nous. Le deuxième point, pour être assez rapide, c'est l'acculturation du risque des collectivités. Aujourd'hui, bien malin celui qui peut nous dire quel est l'état du patrimoine de la collectivité, le nombre de mètres carrés, l'ensemble des certificats de sécurité qui sont accompagnés de chacune de fiches pour chacun des bâtiments. Donc on a un vrai travail, nous, élus, de recensement de notre patrimoine et de recensement des risques inhérents à l'usage de ce patrimoine. Et à l'intérieur de ce travail de recensement de notre patrimoine, là, il y a aussi une priorisation des risques. Et donc, nous préconisons notamment de nommer et de désigner dans les services municipaux un manager de risque, un gestionnaire du risque, qui soit en capacité de connaître exactement la nature du risque inhérent au fonctionnement de nos établissements publics. Quand vous avez par exemple un gymnase qui est situé à côté d'un cours d'eau qui monte régulièrement, on sait que là il y aura un problème. On sait que l'assurance refusera d'assurer ce gymnase parce qu'il sera inondé régulièrement. Donc est-ce qu'on met des merlons pour le protéger? Est-ce qu'on le déplace? À quel coût, etc. Donc il y a une culture du risque dans les collectivités qui est largement insuffisante, qui est plus présente dans le monde des entreprises. Parce que là, vous avez quand même un cycle de production. Quand la production s'arrête, ça coûte très cher à tout le monde. Donc il vaut mieux éviter qu'elle s'arrête. Donc nous, on produit des services publics. Effectivement, c'est moins valorisable que quand on produit des boulons ou quand on produit des automobiles. Mais si notre service public s'arrête, c'est très préjudiciable aussi. Et donc, il faut absolument que nous puissions intégrer cette culture du risque dans notre fonctionnement quotidien. Ça veut donc dire sans doute que nous soyons aidés par l'Association nationale des managers de risque, l'AMRAE, qui est une association qui est extrêmement performante et qui travaille beaucoup sur ces sujets, que la fonction publique, le Centre national de la fonction publique, le CNFPT, puisse proposer des offres de formation sur la gestion des risques par les collectivités. Et là, on est plus large que le simple risque climatique. On est vraiment dans le risque électrique, dans le risque structurel, etc. Et puis, troisième élément, c'est d'harmoniser les référentiels entre ce qui se passe dans le public et ce qui se passe dans le privé. Moi, j'y connaissais rien au départ. Le Q8, c'est ça, hein, le Q8, qu'est-ce que c'est que le Q8? Le Q8, c'est un référentiel de protection contre les échauffements électriques internes aux structures. Voilà. Et quand vous avez votre Q8, eh ben, l'assureur il est rassuré parce qu'il sait que vos bâtiments sont vérifiés régulièrement et qu'il n'y a pas d'échauffement interne du réseau électrique. Et donc, il assurera le bâtiment parce qu'il a son Q8. Vous demandez à un chef des services techniques d'une collectivité s'il a son Q8, il vous regarde avec des gros yeux parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le Q8. Alors que dans le privé, tout le monde sait ce que c'est que le Q8. Et donc, il faut qu'on ait progressivement une harmonisation des référentiels sur tous ces sujets pour que nous puissions parler la même langue. Pourquoi cette confiance elle a été rompue? Parce qu'il y a un contexte particulier, comme qu'on vient d'évoquer, mais c'est parce qu'aussi on ne parle pas la même langue. Et quand un assureur assure des entreprises privées, il parle un langage qui n'est pas le même que le langage que nous, collectivités publiques, nous parlons. Et donc ça nécessite aussi un gros travail de réécriture, de changement des pratiques concernant l'acculturation au risque des collectivités. Et puis troisième et dernier sujet qui est pour nous, avec Jean-Yves Dagès, le plus sensible, c'est la mutualisation du risque émeute. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait des collectivités à deux vitesses, celles qui sont assurées ou qui peuvent l'être bon an mal an, et celles qui risquent de ne plus l'être parce qu'elles sont sujettes à être touchées par les émeutes de manière plus récurrente que les autres. Et là, on attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de trouver un système de mutualisation du risque émeute pour éviter que ce risque pèse uniquement sur les élus qui n'ont rien demandé et qui subissent régulièrement la destruction de leurs biens publics. C'est un sujet extrêmement sensible. Pourquoi ?
parce qu'il est hors de question de faire payer ces surcoûts assurantiels aux citoyens victimes, qui payent déjà par le biais de leurs impôts. Et là aussi, c'est pour ça que c'est un sujet extrêmement sensible, parce qu'il suffirait de mettre en place une surprime comme on l'a pour le système Catanat, hein. Mais moralement, à l'AMF, il nous semble injuste de faire payer 2 fois le citoyen, qui plus est le citoyen qui habite dans une commune qui est régulièrement saccagée par des problèmes de mouvements sociaux. Il est sensible aussi parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'un risque social. C'est pas quand une vitrine est cassée par un gamin, c'est quand on a un soulèvement généralisé sur le territoire qui produit des dégâts conséquents, et il faut qu'on se mette d'accord sur une définition précise du risque social. Et là aussi, ça fera l'objet d'une discussion avec les assureurs, parce que plus vous avez une définition extensive, plus le risque d'activation du système de mutualisation est important. Et pour nous, dans notre rapport, le risque émeute, c'est 2005, c'est 2023, et malheureusement, c'est 2024 avec la Nouvelle-Calédonie. Il faut donc avoir une définition extrêmement précise et restrictive du risque émeute si on veut que ce système fonctionne uniquement quand on en aura vraiment besoin. C'est aussi un système, pour nous, un sujet extrêmement sensible, parce que je dois dire, Jean-Yves, dans les 40 auditions, comment je l'ai vécu, hein, les 43 auditions qu'on a faites, elles sont toutes très très bien passées. Mais personnellement, pour moi, la seule qui s'est mal passée, c'est celle avec le GARIAT. Le GARIAT, c'est quoi? Le GARIAT, c'est un outil de mutualisation du risque, attentat, qui a été mis en place par les assureurs à l'issue des attentats du 11 septembre 2001. C'est un fonds qui est censé protéger le système assurantiel en cas de grave crise d'attentat terrorisme. Et personnellement, là je n'engage que moi, Jean-Yves, quand j'ai posé des questions sur ce GARIAT, comment est-il alimenté, quel est son fond de roulement, quand a-t-il été activé, je n'ai obtenu aucune réponse. Et il me semble qu'un système GARIAT étendu au risque émeute serait un système qui permettrait de faire revenir les assurances auprès des collectivités touchées, parce qu'elles sauraient qu'elles ont un fonds adossé au risque qu'elles couvrent. Qui plus est, il serait nécessaire que ce fonds de type GARIAT soit aussi accompagné d'une contribution publique nationale, parce que quand vous êtes en catastrophe naturelle, eh bien c'est la mutualisation du risque au niveau national, c'est-à-dire que chacun paye un petit bout pour compenser les dépenses faites à l'autre bout de la France. Eh bien, il serait nécessaire que ce système de type GARIAT puisse être adossé à un fonds public. Dominique Faure l'avait esquissé avant de quitter ses fonctions, lorsque nous lui avons, de manière un peu officieuse, présenté le rapport. Et donc, il serait nécessaire que cette mutualisation du risque émeute soit à la fois appuyée par les assureurs via un fonds de type GARIAT et adossée à un fonds public pour justement mutualiser le risque. Jean-Yves Dagès le dit souvent, tu pourras le redire, mais je me fais un peu ton porte-parole. Un bon risque est un risque qui est mutualisé dans le temps et dans l'espace. Il n'y a rien de pire que d'avoir un risque qui soit concentré sur un acteur à un moment précis. Et donc, si on laisse uniquement aux assureurs concernés par les communes, concernés par les émeutes, protéger les communes des émeutes, le système s'effondrera. Il faut donc qu'on ait un système identique au système de catastrophe naturelle pour protéger. Ça ne veut pas dire qu'on les légitime, ces émeutes. Ça ne veut pas dire que, par fatalité, on sait que tous les 5 ans, tous les 3 ans, tous les 10 ans, on aura un soulèvement populaire. Tout ça revient au rôle de l'État, d'assurer la protection des biens et des personnes et de trouver la solution pour que ce risque n'existe pas. Et qu'un bon risque, non seulement est un risque qui est mutualisé dans le temps et dans l'espace, mais un risque qui a très peu de chances, ou très peu de risques, si je puis dire, d'arriver. De fréquence. Donc il ne s'agit pas, en proposant cette mutualisation du risque émeute, de légitimer les émeutes, de dire que finalement c'est comme ça maintenant, il faut s'y faire. Mais simplement, l'État doit tout mettre en œuvre pour que ça ne revienne pas, et que si par malheur ça arrivait, que ce risque soit mutualisé. Donc c'est sur ce sujet-là
que je voulais qu'avec Jean-Yves, nous terminions, parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Et on le redit, malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri de ce genre d'événements dans les années qui viennent. Il est donc urgent d'agir et de remettre sur le tapis cette problématique. Et en revenant sur le GAREATS, moi je souhaiterais qu'une mission d'information soit mise en place concernant ce GAREATS. Certes, c'est de l'argent des cotisants et des assureurs, ce n'est pas de l'argent public, mais c'est quand même un outil de protection des collectivités et de la société, puisque c'est un outil qui protège contre les attentats et le terrorisme, et qu'il serait important que les pouvoirs publics puissent travailler de manière transparente avec les assureurs pour savoir comment ils fonctionnent et de quelle manière ils pourraient être étendus au risque émeute. Et puis, pour terminer, pour ne pas être trop long, nous souhaitons très rapidement une rencontre ici à l'AMF avec à la fois le nouveau ministre de l'économie et la nouvelle ministre des collectivités territoriales et les assureurs pour mettre en place un dialogue tripartite au niveau politique, puisque naturellement un travail technique a commencé au niveau des administrations, mais les administrations par définition ne peuvent faire que ce qu'on leur a demandé de faire, pas plus, pas moins. Cette affaire doit se jouer au niveau politique, avec France Assureurs, qui rassemble l'ensemble des assureurs de France, avec les 2 ministères concernés sous l'autorité du Premier ministre, et l'AMF y prendra toute sa part, puisqu'elle est concernée de par tous ces ressortissants qui nous expriment leurs inquiétudes chaque semaine. Et donc, nous enverrons un courrier très rapidement à ces 2 ministres concernés pour demander une rencontre officielle avec France Assureurs. Et il faut que France Assureurs, il faut que les assureurs jouent le jeu, parce que là aussi, dans notre quarantaine d'entretiens, on a reçu un accueil sympathique, on nous a offert le café, on nous a écoutés, on dit, vous savez, hein, c'est compliqué. Ben oui, c'est compliqué, mais nous, on est prêts, les collectivités locales, à faire des efforts en termes d'acculturation du risque, en termes de prise en compte dans les marchés publics des négociations. On est prêts à y mettre les moyens, mais il faut qu'ils reviennent. Il faut que les assureurs reviennent autour de la table. Alors, c'est vrai que nous ne constituons qu'un tout petit chiffre d'affaires et que parmi les centaines de milliards d'euros qui sont collectés par les assureurs, nous sommes que quelques pourcents du chiffre d'affaires si on prend en compte aussi l'assurance vie. Certes, nous sommes un petit niche, un marché de niche pour les assureurs, mais la différence des autres, c'est que nous supportons des services publics. Et que quand une école sera fermée parce qu'elle ne sera pas assurée, quand un gymnase sera fermé parce qu'il ne sera pas assuré, eh bien, nous saurons dire pourquoi. Et donc, s'il faut qu'on mette la pression sur ce genre de choses pour faire revenir autour de la table les assureurs et leur demander eux aussi de venir plus souvent dans les collectivités pour faire des visites techniques, d'adapter leurs pratiques dans la gestion du risque et d'éviter de nous faire des résiliations tous les 4 matins sans nous dire pourquoi, en anticipant un peu et en nous prévenant, eh bien, ce sera mieux. Mais sachez que nous sommes prêts au rapport de force si on se rend compte qu'il n'y a pas une volonté de la part des assureurs de là aussi faire des efforts. Certains se disent assureurs militants. Eh bien, qu'au moins, ils démontrent que ce sont des vrais militants quand la cause est juste et légitime. C'est ce que nous attendons de la part de France Assureurs. Plus que de la bienveillance, une réelle action à nos côtés avec l'impulsion donnée par le gouvernement, puisqu'au bout du compte, c'est lui qui fixe les règles, à la fois réglementaires ou législatives sur proposition avec le Parlement. Voilà en quelques mots, hein, Jean-Yves, brièvement tracé l'économie générale de ce rapport. Et naturellement, nous y associerons les sénateurs, puisque moi, Jean-François Husson, nous souhaitons que Jean-François Husson, s'il l'accepte, soit associé à ces réflexions, puisque le travail qu'ils ont mené est vraiment très proche du nôtre. Ça montre un consensus sur le diagnostic et un consensus sur les mesures proposées au gouvernement et aux assureurs. Et quand on a le soutien du Sénat, quand l'AMF a le soutien du Sénat, déjà, ça permet de débloquer beaucoup de choses. Voilà, je vous en prie. Si vous voulez, votre micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Voilà. Ce fonds public, vous l'estimeriez à quel pourcentage? C'est dans le même principe que les catastrophes naturelles? Ça veut dire que
chaque assuré devrait contribuer à peu près à quel pourcentage? Alors, soit il contribue, c'est ce que nous ne souhaitons pas, parce que vous avez remarqué qu'on a aussi des questions de pouvoir d'achat dans notre pays. Et donc, si la question c'est, il suffira que les assurés payent plus, ça n'est pas forcément la solution que nous privilégions. Soit l'État dégage des fonds supplémentaires par arbitrage budgétaire sur la dotation de solidarité aux événements climatiques et d'émeutes, soit sont les assureurs qui, via le GAREAT, assurent cette mutualisation. L'idée d'une surprime supplémentaire sur la feuille d'assurance, sur la quittance d'assurance, n'est pas pour nous une mesure prioritaire. On doit pouvoir faire différemment parce que justement, ça pose une question morale. Ça n'est pas aux assurés de payer les dégâts. Alors là aussi, j'avais été interrogé par vos collègues. On a eu 200 millions de dégâts là, dernièrement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver 200 millions dans la poche des délinquants. Donc quand on dit tu casses, tu payes, les 200 millions, on ne les trouvera pas dans la poche des délinquants, malheureusement, nonobstant le fait qu'ils seront tous condamnés, qu'ils devront tous être condamnés. Mais ce n'est pas non plus moral que de dire c'est aux Français de payer la casse. Il y a déjà des fonds qui existent, reconditionnons-les, et donc on évalue la nécessité de ce fonds à quelques milliards. Hein. On n'est pas non plus dans des dizaines, des centaines de milliards. Jean-Yves. L'échelle, c'est quelques centaines de millions maximum. Hein. Quelques centaines de millions. Comparé à l'échelle des catastrophes naturelles, hein, qui sont passées en 10 ans de 2 milliards à 10, hein, et qui de la projection à ce qui passe près de 20 milliards dans moins de 10 ans, les risques compte tenu de la dégradation du climat, on n'est pas du tout dans la même échelle. Donc la nécessité qui a été rappelée par Alain Chrétien de prélever auprès des contribuables, elle ne fait pas force aujourd'hui. On n'a pas besoin de créer aujourd'hui une cotisation supplémentaire. Pas d'impôt émeute. Pas d'impôt émeute. Pas d'impôt émeute. Et le GAREAT, au chiffre que moi j'ai réussi à glaner droite à gauche, serait doté de 2 milliards d'euros. Voilà. Donc prélever quelques centaines de millions d'euros, orienter quelques centaines de millions d'euros à la mutualisation du risque émeute sur les 2 milliards du GAREAT, ça ne me semble pas infaisable. D'autant plus que s'il est aussi adossé à son équivalent d'argent public via la dotation de solidarité aux événements climatiques et qu'on rajouterait émeute. Donc il y a des mécanismes internes à faire sans créer d'impôt émeute. Il est hors de question de créer un impôt émeute. Sachant qu'on parle du marché des collectivités territoriales uniquement. Là-dessus, voilà. Je suis Laurent Millet du Moniteur. Je me souviens qu'il y a peut-être 2 ans, l'AMF avait lancé une mission risque confiée aux maires de Lanapoule et de Trèbes. Est-ce que les conclusions de cette mission ont contribué à vous inspirer? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pu en tirer? Puis j'ai une autre question. Il y a peut-être autour de notre pays d'autres pays qui ont davantage que nous cette culture du risque qu'il va nous falloir développer. Est-ce que vous êtes aussi allé les voir et est-ce que vous en avez retenu des leçons pour nous? J'arrive, je réponds et on... Vas-y, tu es chez toi. mais tu es un invité de marque. Sur le premier sujet, la mission risque était vraiment sur la protection des populations, puisque le maire, via le plan communal de sauvegarde, a l'obligation de protéger la population sur son territoire. Donc on est là sur des sujets qui sont beaucoup plus larges que la simple protection du patrimoine public. Mais naturellement, l'acculturation du risque, c'est aussi un sujet qui concerne la protection de l'ensemble des populations, pour faire passer des messages aux populations, éviter de vous promener par grand vent, protéger vos biens ou des systèmes d'information qui permettent d'anticiper l'arrivée du risque. Donc la mission de nos collègues était vraiment sur la protection des populations en général. Et nous, on a fait un focus sur la protection du patrimoine public. Il faut aussi dire que le rapport Langreney est venu par-dessus pour continuer le travail qui a été réalisé par nos collègues de l'AMF, et que tout ça s'imbrique. Tout ça s'imbrique, puisque naturellement, le système Catanat doit être revalorisé, avec la surprime qui est passée de 12 à 20%, je crois.
Et là, pour le coup, tout le monde est unanime pour payer, parce que autant les émeutes, c'est quand même des sujets sociétaux, les catastrophes naturelles, on les maîtrise encore moins, si je puis dire. Donc c'est légitime que chacun y contribue. Sur le parangonnage européen, je peux vous dire que tout le monde nous envie. Et que le système Catanat est un système unique, j'allais dire, dans le monde. Et qu'il n'y a pas plus grande protection que le système qui a été mis en vigueur depuis la loi de 82. En Allemagne, en Espagne, en Italie, ils n'ont pas ce système-là. Et c'est eux qui souhaiteraient pouvoir le mettre en œuvre dans leur propre territoire. Donc on n'a pas pu trouver de valeur ajoutée dans d'autres collectivités étrangères, parce que finalement, elles sont beaucoup moins protégées qu'on pourrait le faire, y compris dans le financement des États. Les Länder ou les régions italiennes participent beaucoup moins à la reconstruction des dégâts que ce qui se passe en France. Donc nous sommes dans le système sans doute le plus protecteur et le meilleur qu'on a pu comparer, hein, Jean-Yves. Tout à fait. Sachant que le problème de marché que nous avons, les autres pays ne l'ont pas. Spontanément, j'imaginais que la Suisse, qui a la réputation comme d'être un peu championne de la prévention et qui est très exposée aussi à des risques dans ces pays de montagne, pouvait être peut-être un modèle, mais non. Non. En prévention, le modèle est plutôt, pour nous, le marché des entreprises. Et quand Alain propose de former dans chaque collectivité quelqu'un à la culture du risque, il faut évidemment s'inspirer du modèle des entreprises où, en fonction de la qualité de la gestion du risque, des mesures mises en place, que ce soit le sprinklage d'un bâtiment, les bâtards d'eau, enfin, etc., la tarification du risque n'est pas la même. Et quand on a cette culture de la prévention, on peut non seulement faire baisser la prime, mais être en capacité de trouver des assureurs et relancer un marché concurrentiel. Donc c'est important aussi que, en plus des avancées que nous souhaitons avoir autour du code de la marché public, du marché public, que nous puissions avancer là aussi dans une culture de risque. On a auditionné un certain nombre de communes et nous avons auditionné des communes qui avaient justement des gestionnaires de risque et qui, eux, disaient on trouve vraiment des assureurs. Hein. C'est parce qu'on est en capacité de dire on a mis en place telle et telle politique de prévention, telle et telle politique de formation des conducteurs, de gestion de la flotte automobile, etc., etc., etc. Et ils sont en capacité dans l'appel d'offres de valoriser ces éléments de prévention qu'ils ont mis en place. Il nous faut là aussi la culture aussi de la franchise, et de dire à un certain moment on accepte une partie du risque. En contrepartie, on fait baisser le montant de la prime. Tout ça, c'est une acculturation. Et certaines communes sont très en avance. Et la meilleure pratique, c'est évidemment de se calquer sur les collectivités qui font pour le mieux. Quoi, hein. La métropole de Lille, c'est la métropole de Lille, si vous pouvez citer, et qui est exemplaire sur ce sujet. Alors une métropole, elle a des moyens, elle a de l'ingénierie, etc. Mais la métropole de Lille a tout compris dans la problématique des assurances, sur la prévention, sur la culturation du risque, sur la rédaction des cahiers des charges. Donc on souhaiterait pouvoir s'inspirer de ce qu'on fait à la métropole de Lille pour faciliter ces bonnes pratiques. Nous avons auditionné aussi des maires de l'AMF, des représentants qui avaient mis en place aussi cette politique de prévention. Hein. Mais champions, certains au top. Oui. Bonjour, Bénédicte Ralu, maire de France. Sur la commande publique, ce que vous demandez, vous demandez à revoir les pratiques, mais est-ce que vous demandez à changer la législation ou juste les pratiques? Parce que si c'est les pratiques, est-ce que vous réclamez par exemple que les élus se forment peut-être plus à la commande publique ou les agents via des formations du CNFPT? On va essayer de le faire à législation constante et à réglementation constante. En l'occurrence, plutôt la réglementation que la législation. Et si on voit que ça bloque, on réfléchira à demander au gouvernement à faire des propositions aux parlementaires pour modifier le Code des marchés publics. Mais vous savez très bien que l'architecture du Code des marchés publics est extrêmement... C'est de l'orfèvrerie avec
les directives européennes par-dessus, et que si on rentre dans ce sujet-là, c'est très compliqué d'en sortir. Donc on va essayer de faire à réglementation constante. En gros, c'est simple, le Code des marchés publics, il dit qu'on peut avoir recours au marché négocié dans des cas complexes. Protéger un véhicule municipal, ce n'est pas un cas complexe. C'est le même contrat que vous avez, vous et moi. Protéger une station d'épuration avec des systèmes de filtration ou des systèmes de traitement des boues, ça commence à devenir un peu plus complexe. Donc, on doit pouvoir trouver des solutions pour avoir recours au marché négocié. Et vous avez raison, il est indispensable d'accompagner cette transition par une formation, parce que le marché négocié, c'est beaucoup plus complexe, par définition. Ça nécessite une expertise que tout le monde n'a pas. Alors, soit on l'acquiert en interne, soit on l'achète sur étagère avec des prestataires extérieurs, genre courtier. Mais là, il vaut mieux se mettre à plusieurs en faisant de la coassurance et du groupement de commandes pour pouvoir mutualiser ses coûts. Mais il est évident que changer les pratiques des marchés publics nécessitera une expertise plus forte de nos services en interne et parfois le recours à des prestataires extérieurs dont c'est le métier. On a reçu aussi les courtiers, et eux, ils savent faire tout ça. Donc, à perdre du temps dans des procédures plus longues, on va en gagner. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et je le répète, il faut que les assureurs jouent le jeu. Que tout ça, c'est une co-responsabilité. Et qu'à un moment donné, il faut aussi que les assureurs se remettent en cause et nous mâchent un peu le travail s'ils veulent revenir protéger les collectivités. Alors, pour répondre encore plus complètement à votre question, le frottement pour les assureurs, il est sur le fait que les assureurs sont obligés de répondre très précisément au cahier des charges et que les assureurs souhaiteraient pouvoir faire une contre-proposition. C'est-à-dire dire, voilà, vous ne me demandez pas de franchise, moi je veux que vous responsabilisiez sur le risque, je vous propose de franchiser tel contrat, tel niveau et autres. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire dans une réponse. C'est là un marché négocié après. Mais il faut lancer une procédure qui est longue, qui est coûteuse, sans être sûr d'aboutir. Par contre, mais en procédure adaptée, c'est possible ça. Pas... Sous réserve qu'on ait le droit de le faire. Parce que dans le guide actuel des marchés publics, il est noté stricto sensu, vous dissuaderez les collectivités d'avoir recours au marché adapté, la procédure adaptée. Oui. Donc quand vous êtes directeur général d'une collectivité, oui, vous prenez le guide pratique édité par Bercy et que vous lisez ça, vous vous grattez la tête. Hein. Vous dites, si je ne veux pas mettre mon maire ou mon président en porte-à-faux avec le préfet, il vaut mieux que j'écoute le guide pratique. Et relisez le guide pratique. Oui. Le guide pratique explicitement dissuade les collectivités d'avoir recours à ce type de procédure. Et dire appel d'offres, appel d'offres, appel d'offres. Quand le marché fonctionnait bien, que les assurances avaient faim, ben elles s'adaptaient, si je puis dire, et puis elles répondaient à l'appel d'offres. Maintenant que le rapport de force est inversé, je dis non, moi l'appel d'offres c'est trop compliqué, vos affaires. Les actes d'engagement, Bercy a édité un acte d'engagement qui pourrait satisfaire toutes les collectivités de manière identique. Chacun rédige encore son propre acte d'engagement qui est différent de la commune d'à côté. Alors qu'il y a un acte d'engagement qui a été rédigé et qui peut correspondre à toutes les collectivités. Il faut là aussi qu'on uniformise l'ensemble des pièces de marché pour que les assureurs, quand ils voient une collectivité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, il y a une commune qui nous demande un appel de... Oh là là, alors, on va encore perdre du temps, on n'est pas sûr d'avoir le marché. De toute façon, c'est 3% de mon chiffre d'affaires. Répondez pas, on a bien d'autres choses à faire que ça. Donc, il faut vraiment qu'on harmonise aussi nos pièces de marché, que l'assureur dise, je sais quand j'ai une collectivité, à quoi je vais me confronter, je connais déjà les pièces qu'on va m'obliger à remplir. Oui, bonjour Louis Guarino pour la tribune de l'assurance. Tout d'abord, toutes mes excuses pour mon retard. J'avais deux questions en sous-texte par rapport à votre rapport. Est-ce qu'il faut... vous dites en réalité que l'exécutif doit taper du poing sur la table à l'égard de France Assureurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant vos auditions, on n'a pas senti une volonté évidente de la part des assureurs. Donc c'est la première question, d'où le fait que vous proposiez cette réunion tripartite. Et la deuxième question, c'est l'une de vos propositions sur le rôle du médiateur de l'assurance. Vous dites clairement, ça n'est pas au médiateur de trouver des assureurs à la place des collectivités. Il y a des intermédiaires, des courtiers. Sur ce point-là, sur le médiateur, c'était quand même une volonté de Bruno Le Maire, l'ancien ministre. Est-ce que par rapport au nouveau gouvernement qui vient de s'installer,
Est-ce que vous êtes optimiste sur cette préconisation? Merci. Sur le premier sujet, il faut qu'il y ait un portage politique. Les assureurs et les collectivités ont un rôle social. Je le répète, c'est éviter la fermeture des écoles, éviter la fermeture des gymnases. Il y a un rôle social. Naturellement, les assureurs sont des entreprises privées qui répondent à la liberté du commerce. Il est hors de question de recréer un assureur des collectivités publiques. C'est ce qui avait été proposé par certains sénateurs lors de l'audition. Il n'y a qu'à créer un assureur des collectivités publiques. Mais il existe déjà, c'est la SMACL. Et on se rend compte que c'est une bêtise, puisque faire reposer et concentrer le risque sur un seul acteur, c'est le meilleur moyen pour le fragiliser et le faire tomber. Et donc là, on a vu ce qui s'était passé avec la SMACL. Il faut au contraire faire revenir les assureurs privés autour de la table pour relancer de la concurrence. Tout à fait. Donc il est hors de question de créer un acteur public sur le sujet. Sur le rôle du médiateur de l'assurance. J'ai été sollicité par justement les services de la ministre démissionnaire sortante il y a quelques semaines, du Premier ministre démissionnaire, les services du Premier ministre, qui m'ont demandé d'auditionner le médiateur de l'assurance parce qu'ils voudraient que le médiateur crée une cellule d'accompagnement au sein de ses services. Mais ça n'est pas le rôle du médiateur. Le rôle du médiateur, c'est quand il y a un désaccord sur le taux de vétusté d'un équipement. Le rôle du médiateur, c'est quand il y a un désaccord sur la prime qui est versée. Et exceptionnellement, c'est de trouver un assureur via le Bureau central de tarification, le BCT, quand une assurance obligatoire n'est pas répondue pour la flotte automobile, mais uniquement pour ces cas-là, pas pour les dommages aux biens. Je rappelle que les dommages aux biens, l'assurance n'est pas obligatoire. Je peux très bien ne pas assurer mes équipements publics, sauf que je le fais à mes risques et périls financiers et pénaux. Donc ça n'est pas une assurance obligatoire. Et on a aussi étudié la piste de rendre obligatoire l'assurance dommages aux biens. Ça n'est pas non plus comme ça qu'on fera revenir les assureurs. Ça n'est pas non plus en leur tordant le bras. En leur mettant la pression, c'est une chose. En leur tordant le bras par des obligations réglementaires, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit, avec la liberté du commerce. Puis deux, le rapport de force, il faudra le mettre si on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais la cellule d'accompagnement qui était demandée au médiateur, c'est plutôt au service de Bercy, de guider au DDFIP, aux spécialistes des marchés publics. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a une profession qui s'appelle les courtiers, les assistants à maîtrise d'ouvrage, qui sont là pour aider les collectivités. Et ce n'est pas le rôle du médiateur de l'assurance. De suppléer, de remplacer les professionnels qui font ça très bien. Et puis deux, cet accompagnement, cette cellule d'accompagnement, c'est au service des concentrés de l'État, d'accompagner les collectivités, mais pas au médiateur de l'assurance. Je l'ai dit franchement à Arnaud Schneeweiss quand j'ai eu l'occasion de lui en parler à la demande du Premier ministre, mais ça n'est pas pour moi une option que je privilégie. Je ne sais pas si le nouveau gouvernement ira toujours dans ce sens-là. En tout cas, moi je dirais à Catherine Vautrin ou au ministre de l'économie que donner ce rôle-là supplémentaire au médiateur de l'assurance, ça n'est pas la bonne solution. D'autant plus que le médiateur a été très peu sollicité depuis que sa compétence a été ouverte, quelques dizaines de dossiers seulement, parce que justement, ça n'est pas le rôle du médiateur que de négocier à la place de la collectivité pour retrouver un assureur. Le médiateur a aussi la responsabilité à ce que l'assureur ne soit pas en déficit par rapport à un risque. Et aujourd'hui, le marché des collectivités territoriales est déficitaire. Déficitaire de plus de 10%. Avec deux variantes importantes. Le marché des collectivités de moins de 5000 habitants, qui est détenu en grande partie par Groupama, est équilibré, tout juste équilibré, mais il est bien géré, parce que dans les caisses locales de Groupama, vous avez souvent le maire. Dans chaque village, vous avez le maire. Le président de Groupama est souvent un maire aussi. J'étais président de Groupama pendant 12 ans, en tant que maire aussi. Donc, il n'y a pas de problème sur les communes rurales. Sur les petites communes, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Il y a moins de 1% de résiliation. Et c'est souvent parce que le risque a été mal apprécié et qu'on repart en négociation pour tarifer au plus juste prix le risque. Le problème, il est surtout sur les grosses collectivités, où Alain Chrétien vous l'a dit, très clairement, alors que sur les entreprises, en 10 ans, les cotisations ont monté à peu près entre 27 et 30%. Sur les collectivités locales, elles ont baissé 7%. On voit qu'il y a une décorrélation entre le coût du risque et la prime acceptée. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas que augmenter 30%, ce n'est pas la solution.
L'acteur principal sur ce marché, c'est ASMAC, qui a tarifé à un prix en dessous du prix du risque pour prendre des parts de marché. Quand vous voulez vous développer en tant qu'assureur, soit vous achetez un concurrent sur le marché, soit, comme l'ont fait les banques assureurs, vous achetez du marché en sous-tarifant et avec l'espérance demain d'équilibrer au fil des années les tarifs. Ce que vous a dit Alain est très juste. La sous-tarification, elle était patente, bien en pas, mais en même temps, les séries sont augmentées de manière très considérable. L'ASMAC s'est retrouvé dans une situation où ses fonds propres ne pouvaient plus faire face à ses engagements. La Maïf a recapitalisé l'ASMAC, une première fois en fonds propres durs, une deuxième fois en titres subordonnés, c'est-à-dire en prêt, et aujourd'hui l'ASMAC, qui assure les grosses collectivités, est en difficulté. Donc elle doit à la fois augmenter ses tarifs, si elle veut survivre à cette crise, et diminuer ses engagements. C'est pour ça qu'on a des franchises très importantes. Alors évidemment, c'est le grand écart, ça cause un bouleversement énorme sur le marché, et ça va prendre quelques temps avant de se réguler. Mais elle a chassé les acteurs dits historiques, des grosses collectivités en appel d'offres, que sont AXA, Generali, Allianz. Ces acteurs, si on veut qu'ils reviennent, il faut retrouver aujourd'hui un marché assez régulier, un marché avec moins de contraintes, c'est-à-dire une simplification des procédures d'appel d'offres et la possibilité de connaître mieux le risque pour mieux l'appréhender, mieux le tarifer, un partage aussi du risque entre les collectivités qui doivent apprendre à franchiser le risque, à mettre en place une politique de prévention pour avoir des tarifs qui soient acceptables par les deux parties. On doit y arriver, mais il faut que les pouvoirs publics, et notamment l'administration aujourd'hui, aient des directives claires de la part des élus, des politiques, pour permettre le retour de ces acteurs sur le marché, pour qu'on puisse avoir un marché concurrentiel et adapté, comme dans les autres pays européens, pour évidemment ne plus avoir de vide dans les risques. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas tenable. Alain Chrétien vous l'a dit, c'est pas tenable pour les maires de France. Le gouvernement nous demandait des mesures d'urgence, parce qu'il semblait aussi impatient. Il voyait bien qu'il y a la pression des élus. Hein. Quand vous avez un ministre qui reçoit toutes les semaines des courriers incendiaires de maires, dit mais il faut vite faire. On ne peut pas donner de mesures d'urgence à un problème structurel. Moi, j'ai pas de baguette magique. En 3 semaines, vous débranchez ceci, vous branchez cela, et tout est résolu. Il n'y en a pas de mesure d'urgence qui résoudra le problème en quelques semaines. C'est un problème structurel, de pratique, d'équilibre, et on mettra quelques mois, voire quelques années, à pacifier la relation entre les assureurs et les collectivités locales. Ça ne va pas se faire en 3 semaines. Est-ce que la scission entre cohésion du territoire et écologie dans le nouveau gouvernement fragilise votre cause? Et peut-être à l'inverse, est-ce que le fait qu'il y ait explicitement le mot risque dans le périmètre de l'écologie constitue un pas en avant? Moi, je l'ai relevé. Le fait que le mot risque figure au gouvernement, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, là, il y a une prise de conscience. Puis j'ai aussi noté qu'il y avait un ministère, je crois, de la coordination gouvernementale. Donc peut-être qu'on fera appel au ministre de la coordination gouvernementale si on a du mal à faire de l'interministériel spontanément. Mais je ne suis pas inquiet. Françoise Gatel est quelqu'un de formidable et qui connaît parfaitement son sujet. Je ne parle même pas de Catherine Vautrin qui a siégé ici même à nos côtés au bureau de l'AMF. Donc on sait qu'on a des interlocuteurs de qualité qui connaissent nos problématiques. Donc là-dessus, je ne suis pas inquiet. C'est essentiel. Y a-t-il des questions en distanciel? Je ne sais pas si on peut... Sur mon téléphone? J'ai rien sur mon téléphone. Vous avez vu sur la boucle WhatsApp? C'est sur quoi? Dites-moi. Ah si, voilà, c'est bon. Alors, les responsables de la mission vont-ils prochainement entrer en contact avec la nouvelle équipe de Bercy et aux collectivités territoriales pour évoquer avec eux le dossier des assurances des collectivités? Naturellement, on y a répondu et on attend instamment, enfin, on va signer le courrier et on attend instamment la réponse
mais je ne suis pas inquiet, notamment avec Catherine Vautrin. Savent-ils si avant sa démission, le gouvernement Attal avait envisagé des mesures pour répondre aux problèmes rencontrés par les collectivités? Si oui, lesquels? Bon, on a commencé à y répondre. Il y avait cette fameuse cellule d'accompagnement du ministère, du médiateur, et puis il y avait la rédaction du guide pratique. Donc les choses ont commencé à se mettre en œuvre, y compris cet été, comme on l'a dit tout à l'heure, en sachant qu'effectivement, on n'a pas de remède miracle, pas de mesures d'urgence pour résoudre tout ça. Si ce n'est une simplification des procédures. Mais alors rien que ça, dès qu'on dit le mot simplification, je suis très inquiet. Et ailleurs, dans le gouvernement, il y a toujours un ministre de la simplification. Je crois, hein, je crois que c'est Guillaume Casbarian qui est... Ou la transformation, je crois, chose comme ça. La prochaine étape, c'est le rendez-vous ministère. Oui, c'est ça. Et on l'espère avec France Assureur, pour commencer à travailler. Et puis, il faut aussi que la CPR commence à mettre en place son observatoire. La CCR, le réassureur français, va lui avoir un observatoire du risque. Il faut qu'on ait aussi un observatoire des collectivités. Ce que dit Alain est important par rapport au rôle que la CCR peut jouer dans cet observatoire des risques. Pour les acteurs qui portent le risque aujourd'hui, il est important que le retour de nouveaux acteurs pour rendre le marché plus concurrentiel ne se fasse pas en sélection dure du risque, c'est-à-dire en ne prenant que les bons risques et en laissant aux acteurs en place les mauvais risques, c'est-à-dire en refusant d'assurer ceux qui sont sur le trait de côte, en refusant d'assurer ceux qui sont près d'une rivière, en n'assurant pas les collectivités qui sont sensibles aux coulées de boue, etc., etc. Donc il faut qu'il y ait là aussi une mutualisation du risque au niveau des différents assureurs, des risques climatiques, entre autres. Donc là, on compte évidemment sur la CCR, sur la mesure qu'elle peut mettre en place en collaboration avec les services de Bercy pour justement moraliser le marché qui se mettra en place demain, un marché plus fluide avec l'ensemble des acteurs. Bien. Donc, naturellement, les services de l'AMF restent à votre disposition. Oui, Jean-Yves, je t'en prie. Non. En tant qu'ancien assureur, je veux souligner l'engagement d'Alain Chrétien sur ce dossier qui est un dossier quand même technique, complexe, et je veux souligner l'effort que tu as fait, effort important de compréhension du sujet, de la matière, et ça c'est pas toujours facile, parce qu'on nous a mis tous les deux peut-être pour se crêper le chignon, comme on dit, hein. Notre collaboration a été de grande qualité, et notre compréhension du sujet extrêmement partagée, donc je veux le souligner, je veux que vous le souligniez. Merci. Merci Jean-Yves pour ce propos. Je veux aussi saluer une amitié s'est nouée dans ces semaines de travail, et ça a été un très grand plaisir de travailler, mais on va continuer. Hein. Oui. Il faut qu'on aille à Bercy la semaine prochaine pour le guide pratique. Hein. Merci. De résultats. C'est ça. Merci à toutes et à tous de votre présence. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Yves.